Monsieur Ali Timizar, bonjour. Bonjour. Je tiens à rappeler que vous êtes le président du CQ, Comité d'intérêt de quartier Cadunable, qui regroupe le secteur Canebière du Gommier national Balzins. En effet, oui. Et dernièrement, vous avez été réélu par votre bureau pour une seconde présidence. Effectivement. Est-ce un gage de confiance ou aussi une reconnaissance du travail de proximité que vous avez pratiqué depuis aujourd'hui une quinzaine, vingtaine d'années? C'est une forme de reconnaissance. Moi, je pense qu'il y a les deux. C'est la reconnaissance par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Aussi, c'est une preuve de confiance. Ça veut dire nous n'avons pas, je n'ai jamais dévié de la trajectoire que nous nous sommes fixés, que je me suis fixé pour essayer d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de juste dans les intérêts, dans l'intérêt du quartier, des habitants et même des commerçants, puisque je suis aussi président de l'association des commerçants du quartier. Alors, pourriez-vous nous dépeindre en quelques mots ou en quelques lignes les problématiques de votre secteur, ce qui me semble le centre-ville, un concentré de tout ce qui ne va pas à Marseille? On peut dire que vous cumulez les handicaps. En effet. En effet, c'est un quartier tout petit, je dirais, mais qui regroupe plusieurs ethnies, qui regroupe, je peux dire, plusieurs origines humaines, et aussi ce qui a un peu de sa particularité, malheureusement, de le dire, c'est que c'est un quartier qui a été un peu oublié. On a vraiment l'impression, en étudiant un peu ce secteur, qui est le vôtre aujourd'hui, qu'au-delà de la précarité, on a l'impression même que ça se paupérise, ça devient pauvre. Est-ce que c'est, j'allais dire, significatif d'une évolution marseillaise vers plus de misère, ou est-ce que vous pensez, par rapport au travail que vous effectuez, que c'est quelque chose qui stagne à Marseille? Moi, je pense que c'est un quartier, effectivement, qui a stagné pendant assez longtemps, parce que je peux peut-être le dire aujourd'hui de cette façon-là, jusqu'en 2008, je pense qu'il n'y a pas eu une prise en charge de ce quartier, tant au niveau des associations qu'au niveau, pour moi, des politiques. C'est un quartier, effectivement, qui se trouve entre la gare Saint-Charles, du Gommier à Belzins, de la Canebière à Bernard-du-Bois. Qu'est-ce qu'on a prévu? Qu'est-ce que les politiques ont prévu pour le devenir de ce quartier? Je peux dire que je l'ignore. Donc jusqu'en 2008, quand nous avons créé la première association des commerçants, donc c'est à partir de ce moment-là que ce quartier commençait à prendre en charge d'abord les problèmes qui existent, tant dans le domaine de la sécurité, de la propreté, que du stationnement anarchique, les rues un peu délabrées, un problème de dératisation qui s'est éternisé. Et donc, à partir de là, effectivement, on commençait à, disons, remonter tous ces problèmes au niveau des politiques. Il y a bien sûr beaucoup de choses qui ont été réglées. Seulement, beaucoup, effectivement, reste encore à faire. Et c'est un appel aujourd'hui que je fais encore une fois de plus à tous les gens qui sont concernés par différentes tâches dans ce quartier, de
prendre donc rapidement en charge ces opérations afin que ce quartier puisse ressembler à d'autres quartiers dans Marseille. Alors, Monsieur Ali Timizar, en votre qualité de président du CEQ Kadunab, pensez-vous que les élus s'impliquent davantage ou pas suffisamment dans vos actions de proximité? C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, je dirais que ça a été un peu timide, avec un espoir vraiment assez grand que avec ce qui est en train d'être entrepris par donc le CEQ en collaboration directe avec les politiques, j'espère que ces politiques même puissent donc revoir un peu ce quartier d'un très bon œil afin de mettre le paquet pour sortir un petit peu de cette situation. Alors, moi j'ai été extrêmement surpris, c'est que justement vous faisiez part de ces différences culturelles qui ne sont pas forcément une mauvaise chose dans une ville. J'étais très étonné parce que lorsqu'on regarde votre parcours, votre engagement, vous êtes très impliqué pour ce qu'on appelle les Chibani, la cause des Chibani, ces vieux travailleurs immigrés qui sont en déshérence dans votre secteur. Parmi les membres de votre bureau, de votre conseil d'administration, de vos adhérents, de vos sympathisants, il y a beaucoup de gens qui sont, j'allais dire, culturellement proches de vous. Mais on est étonné de voir que vous avez quand même activement œuvré pour le réaménagement d'une place qui se trouve dans votre secteur et que vous avez choisi la grande figure des droits de l'homme, Louise Michel. Alors c'était quelque chose qui était étonnant parce qu'on aurait pu se dire tiens ils vont appeler place des Chibani avec beaucoup d'humour, c'est une caricature, mais on a été surpris. Vous nous avez beaucoup surpris parce que Louise Michel c'est pas quelque chose qui est culturellement proche de votre histoire, personnelle d'ailleurs, puisque vous êtes d'origine algérienne. Est-ce que c'est une façon de casser les stéréotypes, les tabous? Est-ce que c'est une façon pour dire, vous voyez, on n'est pas que du 100% maghrébin, on est capable aussi de s'accaparer une grande figure comme Louise Michel, en disant, voilà, on peut être de culture différente de Louise Michel, mais on peut très bien s'approprier son combat. Est-ce que c'est votre sentiment? C'est-à-dire, si je commence par les Chibani d'abord, je dirais que les Chibani, c'est des gens que j'ai rencontrés, que je rencontre quotidiennement pendant des années, peut-être une dizaine d'années, peut-être plus. Et à chaque fois que je les regarde, je vois un drame. À chaque fois, chaque matin, au quotidien. C'est cette même photo, ce même visage, ce même horizon que je vois toujours devant moi, tant la plupart sont malades, de par les travaux qu'ils ont effectués dans leur jeunesse. Et pour moi, j'ai trouvé qu'ils n'ont pas bien été pris en charge, donc après leur retraite. Et ça, pour moi, j'ai considéré que c'était des gens qui étaient lésés, qui vivaient dans, je dirais, dans les difficultés les plus dramatiques, car ce sont des gens après donc 50 ans de travail, ils ne se trouvent nulle part chez eux, ils ne se trouvent nulle part heureux, parce que en partant à l'âge de 20 ans peut-être de chez eux, ils n'ont pas vu du tout leurs enfants grandir. Quand ils sont retournés quelquefois chez eux, ils se trouvent toujours, on les regarde d'un air comme un étranger qui arrive. Et ça, bien sûr, même eux, ça les gêne énormément parce qu'ils ne se considèrent pas en famille. Donc, de ce fait, ils reviennent en France, à chaque fois. Mais à chaque fois qu'ils reviennent ici, ils trouvent à peu près la même situation. Pourquoi? Parce que d'abord, ne sachant pas lire ni écrire, la plupart d'entre eux, ils ont énormément de difficultés à s'exprimer pour régler un certain nombre de leurs problèmes. Donc cette situation les éloigne encore un peu plus du quartier où ils sont, des gens qu'ils rencontrent,
etc. Donc ils se sont réfugiés un petit peu autour des anciens, des vieux, pour essayer de raconter leurs malheurs, leurs problèmes, etc. Donc c'est l'une des raisons qui m'a donc poussé à, disons, à jeter un regard sur ces lieux. D'ailleurs, vous tenez un témoignage assez poignant, saisissant sur cette cause dans le documentaire de Rachid Oujdi, qui revient justement sur la genèse de ces vieux travailleurs immigrés abandonnés. Et moi, quand j'ai vu la projection de ce film, je vous ai trouvé d'un humanisme époustouflant. Parce que je crois que cette cause aurait dû être d'abord menée par les politiques, et on se rend compte que c'est vous, petits commerçants, j'allais dire sans grande envergure par rapport à un sénateur, un député, qui saisissait ce projet à bras-le-corps, et je trouve quand même sidérant de voir ce décalage entre le discours politique qui est très favorable aux Chibénis et que dans la réalité, c'est les gens anonymes qui sont là à leur côté. C'est un décalage qui vous choque un petit peu? Oui, beaucoup. Parce que si j'ai été amené avec les membres de l'association à prendre à jeter un regard un petit peu sur cette situation, c'est parce que côté politique, effectivement, ce sont des gens qui n'ont pas été pris en charge, c'est des gens qui n'ont pas été écoutés. Donc il fallait que quelqu'un essaye un petit peu d'attirer l'attention des pouvoirs publics et des gens qui sont en charge de ces opérations, de vieux, de retraités, de gens malades, etc., qui devraient normalement les prendre en charge. Donc c'est la raison aussi pour laquelle on a essayé de taper à toutes les portes pour essayer de trouver un écho favorable pour ces vieux. Et bon, malheureusement jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de voix qui se sont élevées concernant ces anciens. Bien sûr, avec le film de Rachid Oujdi, que je remercie beaucoup, encore une fois de plus, qui a été un peu celui qui a levé le voile. Qui connaît un vrai succès d'ailleurs. Ah oui, absolument. C'est un film qui connaît un succès puisqu'il est projeté à Paris, il est projeté un petit peu partout dans un certain nombre de villes. Et aussi, je crois que même, il y a dans un certain nombre de salles de cinéma aussi, il y a des projections qui sont faites et les salles sont archi combles. On refuse même du monde parce que tellement le film et donc les gens veulent le voir parce qu'ils le trouvent très intéressant et c'est quelque chose que beaucoup de gens découvrent aujourd'hui, découvrent effectivement ce drame effectivement qui a été, je dirais peut-être caché par une ombre, je ne sais pas quoi, jusqu'à maintenant. Et donc je remercie encore une fois de plus Rachid Oujdi pour avoir donc levé le voile sur ce drame social de ces vieux. Et peut-être qu'à partir de là, je pense qu'il y aura peut-être quelques politiques, quelques personnes qui puissent aussi élever la voix pour essayer de trouver une solution pour le peu de retraités qui restent encore. Parce que depuis le temps, moi je pense qu'on est peut-être entre 60 et 70% de tous ces retraités qui sont déjà partis. Et rappelons-le, qui ont participé activement à la construction de la France et qui ont participé aussi à notre économie ici en France. Et je voulais juste savoir, le choix de la place Louise Michel, puisque c'est la place où squattent justement ces Chibénis, est-ce que c'est justement parce qu'elle a un activisme incroyable à l'égard des indigents, des pauvres? Et est-ce que c'est ce qui a pesé dans votre choix d'appeler cette place Louise Michel? Oui, il y a déjà ça, parce qu'en fin de compte, Louise Michel, déjà, il y a très longtemps, déjà au 19e siècle, où les gens pratiquement n'avaient pas le droit d'élever la voix pour venir en aide à toute cette pauvreté qui existait. Et cette grande dame, que j'appellerais comme ça, déjà à cette époque, elle a effectivement élevé la voix au détriment de ses intérêts, au détriment de sa santé, au détriment de sa vie tout entière, pour aller défendre déjà les femmes, défendre les hommes, défendre
les pauvres, essayer d'aller de l'avant. D'ailleurs, c'est une dame qui a tellement élevé la voix, tellement combattu la pauvreté, etc., qu'elle a été déportée jusqu'en Nouvelle-Calédonie. Donc elle a passé son temps. Et sur place là-bas, en Nouvelle-Calédonie, elle a rencontré déjà des gens, des Algériens même, qui étaient déportés. Déjà. Ils étaient déportés en Nouvelle-Calédonie. Et surtout, elle a rencontré encore des pauvres, encore des gens illettrés, des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Et elle a promis à certains que si elle rentrait en France, elle irait en Algérie pour apporter des nouvelles de tous ces gens-là à leur famille en Algérie. Et effectivement, quand elle a été libérée, elle est revenue en France. Et puis de là, elle est allée en Algérie. Elle est allée, elle a passé quelques temps et elle a même contacté un certain nombre de parents, des gens qui étaient déportés pour leur donner des nouvelles, donc soit des papas, soit des frères, soit voilà un petit peu. Et ça, je dirais, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Et je dirais, il n'y a pas que ça, donc ce n'est pas parce qu'elle a été en Algérie que nous portons un petit peu ce nom très haut. Même si c'est une fierté aussi. Absolument, c'est une grande fierté. Et je dirais que l'une des raisons, pour moi, c'est parce que défendre les pauvres, défendre les gens qui sont dans la précarité, moi je pense, c'est une grande âme. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé qu'elle mérite plus qu'une petite plaque de 50 cm sur 50 cm dans un petit hôtel de Marseille. Elle mérite donc plus. Alors cette place où se rencontrent tous les vieux, tous les Chibani qui sont dans la précarité pratiquement, par une petite retraite vraiment assez petite, je l'ai assimilée un petit peu à ça. Donc elle-même pourrait donc avoir donc son portrait, son nom, donc au niveau de cette place, pour qu'on puisse se rappeler à chaque fois qu'est-ce qu'elle a pu faire cette dame, et qu'à chaque fois qu'il y a une personne qui passe au niveau de ce quartier, au niveau de cette place, pour qu'il puisse lui rendre hommage à cette grande dame du passé. D'autant plus que là, on a dépassé le cadre du symbole, puisqu'il y a une officialisation de la municipalité. Vous êtes soutenu par le sénateur-maire Jean-Claude Gaudin, qui a donné son accord de principe pour la mise en place de cette plaque. Aujourd'hui, vous êtes en attente de travaux de réhabilitation. C'est en bonne voie pour vous? Oui, d'ailleurs, je dirais la première fois que... Donc il y a eu bien sûr des correspondances donc à la mairie de secteur, qui a bien sûr délibéré sur ce cas. Et il y a eu l'accord donc du conseil d'arrondissement qui a été envoyé à monsieur le sénateur-maire, monsieur Gaudin, qui a répondu, bien sûr, pour moi, favorablement, parce qu'il n'y a pas eu un non. Il y a eu pratiquement un oui indirect. Quand il répond, peut-être ce n'est pas le moment. Cependant, j'ai donné des instructions pour qu'on entretienne la plaque qui a été déjà apposée au niveau de cette place. Pour moi, c'est un oui, bien sûr, qui viendrait avec le temps. Aussi, j'ai eu l'occasion de rencontrer M. Gaudin devant la brasserie Alcazar, et je lui ai posé directement la question sur l'officialisation du nom de Louise Michel au niveau de cette place, qui n'a pas répondu non. Au contraire, pour moi, il m'a assuré, en s'adressant déjà à ses collaborateurs, pour que dans un temps très réduit, il officialiserait donc cette place au nom de Louise Michel. Et pour moi, c'est un grand honneur, parce que ça, je ne l'oublierai jamais. On peut dire que l'altruisme et l'humanisme sont des traits de caractère de votre CIQ, alors? Ça, c'est oui. C'est-à-dire que d'abord, moi-même, je crois que toute ma vie, ça a été un petit peu la lutte pour cette pauvreté, pour l'injustice. J'ai toujours été poussé
pour défendre toujours, aller défendre un petit peu tous ces gens qui sont malheureux, tous ces gens qui essayent de s'en sortir et qui n'arrivent pas. Et là, je dis, ça a été, je dirais mon combat. Peut-être, je n'ai pas combattu, c'est-à-dire en criant sur tous les toits. J'ai combattu toujours dans l'ombre pour qu'on puisse faire quelque chose. C'est-à-dire, j'ai avancé peut-être pas à pas avec mon groupe. Et je voudrais continuer. Bien sûr, si on peut aller de l'avant, on peut, disons, enlever le couvercle un petit peu pour que ce CIQ puisse s'exprimer, disons, un peu plus à l'éclaircie, un peu plus fort, pour que les gens puissent voir, et ben, c'est encore mieux, parce que je pense qu'on fera beaucoup plus de choses que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Aussi, peut-être, je vais dire une parenthèse, que ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que non seulement ces vieux qui ont construit, qui ont participé à la construction de la France, dans des conditions de l'époque qui étaient vraiment difficiles, mais aussi ils ont participé, certains à la guerre de 14-18, d'autres à la guerre de 39-45, c'est-à-dire que non seulement qu'ils ont construit, mais aussi ils ont défendu aussi. Et ça aussi, moi je pense qu'on ne doit pas oublier ça. Ça c'est sûr, parce que c'est un message. Quand on n'oublie pas ceux qui étaient là, les maçons, ceux qui étaient là, les constructeurs de quelque chose, il ne faut pas les oublier parce que c'est un message qu'on délivre à la jeunesse qui arrive. Alors pour un peu conclure cette vidéo, même si on a tellement de choses à dire sur votre secteur, mais on reviendra d'ailleurs sur des thématiques avec d'autres vidéos, je voulais savoir, vous qui êtes très impliqué dans les relations intercommunautaires, c'est-à-dire, vous n'avez jamais peur d'aller de l'avant pour le dialogue avec des gens qui ne pensent pas forcément comme vous, qui sont peut-être parfois même des détracteurs de votre CIQ. En tout cas, vous ne négligez aucun effort, vous ne ménagez aucun effort pour aller de l'avant, pour discuter avec autrui. Pensez-vous, Monsieur Timizard, que les tensions internationales que l'on connaît peuvent avoir des répercussions sur votre secteur? Est-ce que vous sentez que les gens ont de l'inquiétude, de l'incrainte? Est-ce que c'est quelque chose qui commence à prendre forme dans votre secteur? Vous ressentez, vous, un peu de tension par rapport à toute cette actualité internationale? Moi, je dis la tension, non. Il n'y a pas de tension particulière parce que pour nous, quel que soit ce qui se passe un petit peu dans le monde, c'est vrai que ça touche quand on entend des assassinats, quand on entend des injustices à travers le monde, quand on entend et on voit que, disons, l'organisme le plus important, l'organisme qui est censé, qui est l'ONU, qui est censé défendre, apporter du réconfort, stopper l'injustice, et tout ça n'arrive pas, c'est-à-dire, je dirais que malheureusement, c'est vrai que parfois on a des craintes. Parce que dans ce monde, dans le monde où nous vivons actuellement, c'est vrai, avec tout ce qu'il y a, moi je dirais comme armement, avec tout ce qu'il y a comme le matériau de destruction massive, et bien, parfois ça fait peur effectivement, parce qu'on ne voudrait pas. Et puis, moi je dis toujours, quand de grandes forces, donc des grandes forces maintenant puissent se rencontrer et peut-être ne se comprennent pas, effectivement il y a un risque. Il y a beaucoup de risques et ça fait peur. Mais je pense qu'on est loin quand même, on est quand même assez loin de tout ça. Mais ce que je fais appel, je dirais, parce que ici dans notre quartier, c'est vrai, il y a beaucoup d'ethnies, il y a de différentes origines, mais je dirais que dans notre quartier, il y a une entente. Elle cohabite absolument, sans aucun problème, sans aucune animosité, et nous continuerons à œuvrer pour que cette entente puisse continuer, parce que nous pèserons de tout notre poids, de toute
je dirais, la sensibilisation que nous pourrons apporter pour ne pas tomber dans cette, disons, dans ce truc-là qui pourrait effectivement nuire à toute cette entente dans ce quartier. Donc moi je dis non, je pense qu'on est loin, malgré tout ce qui se passe. Et bien sûr, je souhaite que ceux qui peuvent faire quelque chose, qu'ils interviennent avant que ce soit trop tard. Il faudrait un Ali Timizar à l'ONU alors. Je dirais que bon, je suis tout petit, c'est un peu une goutte d'eau dans l'océan Pacifique malheureusement. Mais franchement, une pierre à l'édifice quand même, une pierre à l'édifice. Oui, absolument. Si je pouvais mettre ma pierre, la première des choses que je dirais, je grandirais au maximum, je donnerais tous les pouvoirs à cette ONU, à cet organisme-là, pour qu'il puisse être l'organisme le plus fort et celui qui donne des directives, celui qui est là pour défendre un petit peu cette pauvreté d'abord, ces injustices ensuite, et ces tueries qui existent tous les jours. Et ça, moi, je pense qu'on peut. Mais il faut que toutes les nations s'unissent pour concevoir cette force qui va pouvoir effectivement gérer ce monde à l'état où il est actuellement. Donc c'est une question de volonté politique, y compris à Marseille, dans les grandes problématiques de la ville, que ce soit l'insécurité, l'insalubrité publique, la précarité, le logement indigne. Donc c'est peut-être un manque de courage politique pour certains. Moi j'en suis sûr, parce que c'est vrai, parce que vous savez, l'homme, il a à sa disposition beaucoup de choses pour défendre, pour créer des conditions nécessaires pour que diminuer la précarité, parce que malheureusement on ne peut pas complètement effacer la précarité, diminuer les injustices, effectivement, parce que les injustices il y en aura jusqu'à la fin des temps, puisque c'est ça, et aussi, moi je pense, on peut diminuer le nombre de SDF qui tournent, on peut diminuer le nombre de toute cette précarité qui existe, je dirais, non pas seulement à Marseille, mais à travers le monde, parce que l'homme a à sa disposition tous les outils nécessaires aujourd'hui pour pouvoir apporter sa contribution pour, je pense, vivre un peu plus heureux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des outils de communication à votre disposition. On peut vous trouver sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Donc, je sais que c'est Ali Timizar ou bien CQ Kadunab sur Facebook et Twitter. C'est quand même une grande nouveauté pour quelqu'un de votre âge. Merci beaucoup, c'est vrai. Là, effectivement, merci à tous ceux qui ont contribué donc pour faire émerger un petit peu ce travail très important qui est en train de se faire et le faire sortir un petit peu de l'anonymat et bien sûr en faisant appel donc à tous ceux qui peuvent y contribuer, hein, voilà, ensemble pour essayer de faire de grandes choses. Donc je rappelle, Monsieur Ali Timizar, vous êtes président du CQ Kadunab qui regroupe les secteurs Canebière, Dugommier, National Balzas. Merci de nous avoir accordé cette interview très poignante, humaine, à l'image de votre engagement et j'espère qu'on aura l'occasion prochainement de développer un peu plus les thématiques qui concernent les Marseillais. Merci Monsieur Timizar. Merci Monsieur, merci beaucoup.